Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Média TV pour l'entretien de la rédaction. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Barkaba, directeur de l'information de la télévision Futur Média. Ensemble, nous parlerons de la situation sécuritaire en Afrique et particulièrement dans la région du Sahel, mais aussi de la force conjointe du G5 Sahel. Et nous nous intéresserons également à la formation des leaders religieux. Monsieur Barkaba, bienvenue. Merci. Aujourd'hui, les attaques terroristes semblent se multiplier en Afrique. Quelle analyse faites-vous de la situation sécuritaire sur le continent et particulièrement dans le Sahel? C'est une situation qui est là, qui est préoccupante, comme en attestent les derniers événements à Ouagadougou, qui sont tous, tout sauf une surprise pour les observateurs qui ont l'habitude de suivre de près l'évolution de la situation sécuritaire dans le Sahel et plus particulièrement au Burkina. Ça n'a pas surpris grand monde parce que le Burkina était un pays surexposé à ce phénomène terroriste qui a d'abord été durement frappé par les attentats de l'année dernière, qui était une première et qui a semblé être une sorte de déflagration, parce que jusque-là, c'est un pays qui n'était pas très connu pour avoir été confronté à ce genre de péril islamiste. Mais c'était simplement un faux-nez pour ceux qui ne suivaient pas cette situation. Le Burkina, d'une certaine façon, sous l'ère Blaise Compaoré, était un pays très impliqué au départ dans la négociation et la libération des otages du Sahel. Le défunt régime qui était là-bas sous les ordres du président Compaoré avait développé une sorte d'expertise quant à la négociation en coulisses, avec quelques accointances, disons, avec certains leaders islamistes, parce qu'ils avaient ouvert un canal de dialogue et de discussion. En gros, vous aviez une sorte de division du travail orchestrée en haut lieu par le président Compaoré, mais aussi par son ancien ministre des Affaires étrangères, Djibril Bassolé, qui s'occupait du volet diplomatique. Et il y avait aussi le fameux et incontournable général Gilbert Diendéré, qui est une sorte de boîte noire de l'appareil sécuritaire burkinabé, qui avait des contacts, et un conseiller spécial du président Compaoré du nom de Chafi, qui est un Mauritanien, qui lui avait le contact direct avec les chefs islamistes, et plus particulièrement les chefs d'AQMI. Alors, cette diplomatie de l'ombre, cette diplomatie en coulisses, secrète, sécuritaire, tout ce que vous voulez, avait pu avoir de très bons résultats pour la libération des otages. Et tant que ce régime était en place, il y avait une sorte d'accord tacite qui faisait que le Burkina était épargné. Alors, coïncidence troublante. Comment, suite à cette analyse, qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé d'abord, c'est le changement de régime. De manière assez troublante, c'est à partir du moment où Blaise Compaoré a perdu le pouvoir et que Gilbert Diendéré est allé en prison, que le général Bassolé, qui était le chef de la diplomatie, est aussi en prison, que Chafi est parti en exil, qu'on a vu que le pays a été durement frappé par ces attentats-là. Et que les nouveaux dirigeants du Burkina semblaient découvrir cette menace et semblait être dépassée, et c'est tout le Burkina qui était un peu en état de choc. Cela veut dire quoi? Cela veut dire peut-être que jusque-là, il y avait un accord tacite qui faisait que les islamistes avaient épargné le Burkina, dont ils avaient besoin pour des négociations secrètes, mais maintenant que leurs interlocuteurs privilégiés n'étaient plus au pouvoir, ils ont desserré le taux pour frapper le Burkina, pour l'exposer et montrer que le Burkina est quelque part un pays en fait qui collabore avec la France, qui est l'ennemi principal, nous ne l'oublions pas. La principale cible des terroristes qui ont frappé à Ouaga, qui ont frappé à Abidjan, à Grand-Bassam et ailleurs, c'est d'abord de montrer que la France, malgré l'opération Serval remplacée par l'opération Barkhane,
n'est pas encore arrivé au bout de ses peines dans la lutte contre l'islamisme. Et tous les pays de ce pourtour du Sahel qu'ils peuvent frapper seront des cibles pour d'abord prouver à la France qu'on est là. Vous engrangez peut-être des victoires ou quelques victoires contre nous au Mali, mais l'épicentre du djihadisme s'est déplacé et que nous pouvons frapper dans n'importe quelle capitale. Alors, une force antiterroriste, celle du G5 Sahel, est actuellement mise en place, mais elle est confrontée à un défi financier. Au-delà des chances de l'avoir effective, peut-on s'attendre à un impact positif sur la situation sécuritaire sur le continent, et particulièrement dans le Sahel, avec cette force du G5 Sahel qui est actuellement en train d'être mise en place? Oui, le problème, vous venez de l'évoquer, c'est une force qui est en train d'être mise en place, avec des pays qui ont chacun un agenda particulier et qui jusque-là, au-delà des mots, au-delà des rencontres internationales, n'avaient pas la même approche de lutte antiterroriste. Il n'y a rien à voir avec la politique de la Mauritanie, la politique mauritanienne de lutte contre le terrorisme, avec celle du Burkina ou avec celle du Niger ou avec celle du Mali. Donc, au niveau de la coopération sous-régionale, il y a encore beaucoup d'efforts à faire, même si tous les pays sont d'accord sur un constat, c'est-à-dire la nécessité d'unir leurs forces par rapport à ce péril multiforme, complexe, difficile à appréhender. Mais on en est encore au stade de la coopération qui n'a pas encore montré toute son efficacité. Il y a des efforts qui sont faits dans la coordination, par exemple, en ce qui concerne le renseignement, qui a donné des résultats. Par exemple, les auteurs de l'attentat contre la Côte d'Ivoire, les auteurs qui ont commandité l'attentat de Grand Bassam ont pu être remontés grâce à une coopération sous-régionale. Ils ont été localisés dans certains pays, il y a eu un échange d'informations au plus haut niveau entre services de sécurité qui a pu d'identifier les commanditaires et pour certains d'entre eux de les mettre hors d'état de nuire. Mais tout cela est encore en gestation. Tout cela, peut-être qu'il y aura une montée en puissance et surtout après le dernier attentat de Ouagadougou, ces pays-là sont condamnés à travailler ensemble. Alors, est-ce que tout le monde jouera le jeu? Ce ne sera pas facile. Et ces pays sont déjà d'abord confrontés à un défi logistique et à un défi financier. C'est des pays, pour la plupart, assez pauvres, où le budget consacré à la défense n'est pas encore totalement à la hauteur des engagements qui sont attendus, ou c'est des pays qui sont en train de former leurs unités spéciales à la lutte contre le terrorisme. Et justement, en parlant de terrorisme, lorsqu'on y touche vraiment, au fond, on voit apparaître la radicalisation et plusieurs pistes et solutions sont souvent évoquées, notamment la lutte contre la radicalisation. Dans ce sens, le Maroc travaille depuis longtemps sur la formation des leaders religieux pour porter la bonne information. Quelle appréciation en faites-vous? Oui, le Maroc est un pays pionnier dans ce sens parce que le Maroc a d'abord été frappé par une vague d'attentats il y a plus d'une dizaine d'années. Donc le Maroc a découvert ça avec les attentats de Casablanca, a découvert qu'en son sein couvait une jeunesse marginalisée, abandonnée et qui se sont laissés emporter par les sirènes de l'islamisme. Et à partir de ce moment, le Maroc a réfléchi très vite en mettant en place des instituts de réflexion pour voir comment éradiquer ce phénomène. Et c'est dans ce sens que le Maroc a commencé à former des imams pour leur apprendre à prêcher, si l'on peut dire, le bon islamisme. Et à partir de là, ils ont même élargi cette formation à des pays sous-régionaux qui font que beaucoup de pays de la sous-région, dont le Sénégal, envoient des imams aller se faire former pour prêcher la bonne parole dans les mosquées, etc., pour essayer de contrer le discours radical, le discours islamiste violent. Mais ça, je pense que c'est une approche parmi d'autres. Mais pour les pays du G5 Sahel, pour les pays africains, il y a d'autres défis autres que celle de la formation des imams. La première cible des terroristes,
c'est le terreau fertile de la pauvreté, de la marginalité, qui font qu'ils peuvent aller recruter des jeunes, à l'image de ceux qui ont commis les attentats de Ouagadougou. C'est souvent des jeunes de 19 ans, 20 ans, 21 ans, qui ont été radicalisés par un discours extrêmement violent, par des imams. Mais aussi, ce discours ne naît pas ex nihilo, c'est généralement dans des zones très pauvres, délaissé, où l'État central a longtemps été absent, dépourvu de toute infrastructure. C'est là où le discours islamiste peut prendre le plus facilement. Monsieur Barka Bah, merci d'avoir répondu à l'invitation de Medi 1 TV Dakar. Nous rappelons que vous êtes directeur de l'information de la télévision Futur Média. C'est tout pour cet entretien. Vous retrouverez l'intégralité de cette intervention dans nos prochaines éditions. Bonne suite des programmes sur Medi 1 TV.